Le monde des crypto-monnaies, des crypto-actifs en général a été chahuté en 2022. Que se passera-t-il en 2023? On va le voir dans cette pièce maîtresse avec Owen Simonin, alors aka Asher, qui est, vous pouvez regarder ses vidéos et vous les avez sans doute regardées parce qu'il a de nombreux fans de vulgarisation sur les crypto-monnaies. Owen Simonin, quand je dis que l'année 2022 pour les crypto-actifs et les crypto-monnaies a été extrêmement agitée, c'est peu de le dire. Oui, c'est très très peu de le dire. En plus d'une baisse naturelle du marché, si je dis naturelle, c'est parce que on commence à connaître les fameux cycles de la blockchain et des crypto-monnaies. Ce que certains appellent le bull run, quand les crypto-monnaies se valorisent énormément en très peu de temps, est suivi d'un bear market, c'est-à-dire d'un retour à la normale, d'une dévalorisation des cours. On a eu un Bitcoin qui a tapé des nouveaux records, qui est parti de 3-4 000 $ pour atteindre les 67 000 $ à son apogée. Naturellement, on s'attendait à ce que le marché corrige et ce qu'il y ait une baisse des cours, tout comme on l'avait connu dans le cycle de 2017-2018 et tout comme ça a été déjà arrivé en 2012-2013. Donc, pas de surprise, même si c'est toujours virulent et même si, évidemment, ça touche toujours le portefeuille des investisseurs et ça surprend systématiquement ceux qui viennent de découvrir et d'investir pour la première fois dans les crypto-monnaies quand tout le monde en parle et donc quand les cours sont au plus haut. D'ailleurs, il y a cette fameuse image, tout le monde est au guichet de Bitcoin pour en acheter à 70 000 $ et plus personne ne veut en acheter quand il est à 20 000 $. Cette fameuse image qui est très vraie. Mais en plus de ça, il y a eu deux Black Swan, c'est-à-dire un stablecoin qui pesait plus de un écosystème de blockchain qui pesait plus de 55 milliards de dollars qui s'est effondré en quelques jours. Un stablecoin, c'est donc une crypto-monnaie qui est censée être stable et donc avoir la parité avec, en l'occurrence, le dollar. Elle a perdu sa parité. Et en plus de ça, l'une des plus grosses plateformes au monde, FTX, l'un des plus gros exchanges de crypto-monnaies, avec une réputation d'être très régulé, ce qui n'était pas le cas, a tout simplement mis la clé sous la porte, puisqu'il s'est effondré en quelques jours, bloquant ainsi 9 milliards de dollars qui appartenaient à ses utilisateurs. Donc, un écosystème qui corrige, deux Black Swan qui viennent affecter et qui créent une crise de confiance parce que les gens ne savent plus sur quel pied danser, ils ne savent plus en quel exchange ils peuvent avoir confiance. À juste titre, À juste titre, parce que on ne sait plus sur quelle plateforme on peut faire confiance. Et on a eu un coup dur côté DeFi, un coup dur côté centralisé. Et pour terminer, un écosystème qui sort de pandémie, un manque de visibilité sur la finance traditionnelle et une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Autant dire que le sol n'était pas très stable cette année. Oui, alors deux choses sur les deux Black Swan. Sur le stablecoin, c'est très intéressant parce que effectivement, ça revient sur un des gros principes du stablecoin, c'est qu'il doit y avoir une couverture. Et dans l'absolu, une couverture de 1 pour 1. Alors ça n'existe pas, ça. Ça n'existe même pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que même les ETF or n'ont pas une couverture de 1 pour 1. Mais là, en fait, on ne savait même pas, en fait. Alors, la plupart des stablecoins ont réellement leur couverture d'1 pour 1 parce qu'ils sont totalement audités et pour émettre 1 milliard de dollars de stablecoins sur la blockchain, on doit avoir un compte audité avec un équivalent cash d'1 milliard. Il y a des stablecoins plus ou moins audités. L'un des plus connus, c'est l'USDC de Circle, qui lui est très audité, étant donné qu'il y a Coinbase derrière également. Coinbase est en bourse. On a un élève très très utilisé, mais un peu moins, du moins avec une trésorerie un peu plus opaque, qui est l'USDT. L'USDT de Bitfinex. C'est drôle parce qu'on voit les exchanges et on voit leur stablecoin. Il y a également le BUSD de Binance, qui lui également on a beaucoup plus de visibilité dessus. Mais il existe d'autres types de stablecoins. Les stablecoins dits algorithmiques. C'est censé être l'algorithme qui vient gérer la compensation de garantie de ce prix et qui vient toujours confirmer qu'il y a au moins $1. Et la plupart du temps, c'est même surcollatéralisé. On a plus $1 de valeur pour un stablecoin émis. En l'occurrence, sur l'UST, c'est cet algorithme qui a perdu la tête, pour faire très très simple, et qui du coup, à force d'essayer de compenser ce fameux dollar par unité, a perdu la tête. Et toute une crypto-monnaie, le Luna, qui était censé être la contrepartie qui venait contrebalancer et valoriser le stablecoin, s'est effondré en moins de 3 jours. Alors pour FTX, on est en face d'escroc, c'est du Madoff des temps modernes. J'ai pas envie de dire oui parce que je pense que derrière Madoff, il y avait une volonté de réaliser une escroquerie réelle. Derrière FTX, je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu un manque complet de capacité de gestion. Je pense qu'il y a eu aucun monitoring. Mais l'objectif n'était pas de partir avec la caisse. Je peux prendre l'exemple également de Celsius, qui est un prêteur et un emprunteur de crypto-monnaie qui est tombé. Si l'objectif était de partir avec la caisse, ils auraient disparu et il ne restait plus rien.
Là, pour le coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus l'argent des clients parce qu'ils ont fait, entre guillemets, n'importe quoi. Je parle sans savoir également, donc je préfère préciser qu'il y a une part d'opacité dans mon discours. Je peux pas avoir la fin de l'histoire, et on l'aura un jour, je pense. Notamment Netflix va nous faire un beau reportage. D'ailleurs, c'est la personne qui a fait le film The Big Short qui va faire un reportage sur FTX. Donc, je pense qu'on va avoir une belle histoire. En tout cas, le film sera agréable à regarder, sauf quand on l'a senti passer. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas cette volonté d'avoir une arnaque, mais je pense que le manque de rigueur dans la gestion et dans l'exploitation d'FTX fait qu'il y a eu des pertes énormes, qu'ils ont réalisé des emprunts en mettant en caution, donc en collatéral, des fonds des clients, qu'ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, que leur régulation et les différentes licences qu'ils ont eues n'ont pas audité cette régulation et ces processus, parce que ça a été très vite. C'est une plateforme qui avait quelques années seulement, et donc aujourd'hui les pertes sont commensurables, et on sait que le curateur essaye de réunir un maximum de liquidités pour rembourser les créanciers. On entend des mots Bahamas, etc. et on se dit qu'effectivement il doit y avoir un peu d'opacité qui traîne quelque part. Tout à fait. Troisième élément que vous avez cité, c'est la guerre en Ukraine. Alors, on ne sait pas si, parce qu'à un moment le Bitcoin a baissé, a monté puis baissé. Est-ce qu'il y a eu une incidence notamment sur le minage? On sait que les Ukrainiens et les Russes, mais surtout les Ukrainiens, sont de très bons informaticiens, avaient sans doute pas mal de fermes de minage. Est-ce que la guerre a provoqué une incidence là-dessus ou pas tant que ça? Je pense qu'il y a eu des incidences maintenant à l'échelle du réseau Bitcoin, de sa taille qui est déjà elle s'est répandue dans le monde entier. Ça n'a pas affecté le réseau. Est-ce que ça a affecté son prix? Peut-être. Je me sens pas pertinent de répondre à cette question parce que je manque de visibilité sur ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où ça affecte le consensus de minage, donc de proof of work qui sécurise le Bitcoin, pour que ça mette sa sécurité en danger, ça doit l'affecter bien plus que la Russie et l'Ukraine, par exemple. Donc, et surtout si on ne considère que l'Ukraine, parce que la Russie n'aurait eu aucune raison d'arrêter son exploitation. Et d'ailleurs, la Russie, de par le faible coût de son électricité, de par le faible coût du refroidissement, parce qu'il fait très froid là-bas, a toujours eu une carte à jouer sur le minage. Et il me semble, pour ne pas dire de bêtises, que Vladimir Poutine a souligné le fait qu'ils avaient une carte à jouer là-dessus et qu'ils comptaient bien la jouer, quoi. Alors justement, ça fait une très bonne transition. L'énergie, en tout cas en Europe, s'est mise à coûter très cher. Et donc pour des entreprises comme la vôtre ou comme celles qui sont vraiment spécialisées dans le minage, ça a changé complètement l'équation. Les grosses entreprises européennes qui font du minage ne font pas de minage en Europe. Nous par exemple, on commercialisait des mineurs, on a changé de nom, d'ailleurs aujourd'hui c'est plus Just Mining, c'est Meria, parce qu'on ne fait plus de mining depuis 2 ans et quelques, donc on n'a pas vraiment été affecté par cette hausse d'électricité, et la plupart des gens qui disent oui, le mining consomme, il n'y a pas vraiment de mineurs en Europe, c'est une part non significative. Il y a des exploitations de minage de crypto-monnaies, donc de matériel informatique pour sécuriser le réseau en Europe, quand il y a des opportunités. Et les opportunités, pour moi, c'est un barrage hydroélectrique qui est capable de surproduire et qui n'a pas c'est ce qu'on appelle le taux d'effacement. Le barrage a 2 choix. Soit il laisse passer de l'eau au-dessus de son barrage parce qu'il produit plus que nécessaire. Soit il arrive à stocker de l'électricité. On sait très bien que l'humain n'est pas bon sur le stockage d'électricité. Soit il arrive à distribuer son électricité ailleurs. On n'est pas très bon non plus pour faire voyager de l'électricité. Soit il consomme sur place. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir du matériel informatique prêt à consommer sur place, mais prêt à s'effacer, avoir un beau taux d'effacement à tout moment si la population locale en a besoin. Et là, on a des opportunités parce que là, le barrage peut distribuer l'électricité très peu cher parce que c'est gratuit pour lui de générer plus quand, évidemment, les conditions météorologiques le permettent et quand il y a des pluies et qui permettent justement de générer autant d'électricité. Donc, il y en a en Europe, il y a quelques fermes, mais c'est toujours des situations exceptionnelles et opportunistes de générer de l'électricité. Les plus gros mineurs sont aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, quoi. On va revenir sur le prix du Bitcoin parce que vous valorisez le fait que c'est une correction et tout va bien. Tout à fait. On s'est parlé il y a un an et demi. Et déjà, on avait parlé de cette problématique de la volatilité de Bitcoin. Et vous m'aviez dit de manière assez intéressante que le jour où il y aurait une assiette plus large, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de transactions, il y aurait moins de volatilité. Là, quand même, on a eu une chute énorme. C'est-à-dire que 66% en 2022. C'est peu. C'est peu. Bah, c'est beaucoup quand même. Ah non, c'est beaucoup, mais il faut dire c'est beaucoup par rapport à quoi? C'est ça la question. Ouais. Bitcoin en 2013. On part de 10, 12 $, on va taper les 1200 $ et on s'effondre à 100. Bitcoin en 2017.
On part de 3, 4 000 $ et on va taper les 20 000 $. Et les 20 000 $, on s'effondre à 6. Bitcoin, en 2021, on part de ces fameux 7, 8 000 $ et on va toucher les 60 000 pour s'effondrer à 20. Les ratios, l'amplitude de ces mouvements se réduisent. Donc oui, ça reste toujours virulent. De toute façon, à moins 66%, ça fait plaisir à personne. Hein. Même si on a 27, 28 boîtes du Nasdaq cette année qui sont à moins de 99% de perte sur leur valeur. Mais en attendant, cette volatilité sur le Bitcoin est amenée à se réduire de par deux choses. Premièrement, les volumes qui sont échangés et ensuite la vélocité. Une chose qui est certaine, c'est que la vélocité de Bitcoin, étant donné qu'il y a beaucoup de détenteurs qui n'interagissent pas avec les marchés, a tendance à augmenter petit à petit de par l'usage que les gens ont de Bitcoin. Mais les volumes de Bitcoin, eux, ont tendance à grossir encore et encore, et on le voit bien, la valorisation max du marché en 2017, c'était 300 milliards, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, après baisse, on est à 900 milliards de valo. Est-ce que il va y avoir une maturité de ces crypto-actifs ou finalement jamais parce que c'est pas fait pour ça? C'est pas fait pour être sage et progresser Alors, c'est très dur de répondre parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière crypto-actifs. C'est comme NFT. Pour prendre un exemple parfait, il y a des NFT, c'est des chiens colorés qui servent à rien. Il y a des NFT, c'est des moyens de s'authentifier et de prouver son identité. Donc répondre et dire est-ce que le marché des crypto-monnaies va arriver à ce stade, c'est très dur pour moi. Est-ce qu'on parle de Bitcoin? Est-ce qu'on parle Bitcoin qui est la réserve de valeur de l'écosystème? Est-ce qu'on parle d'Ether qui est la fonction programmable de l'écosystème? Est-ce qu'on parle de tous ces coins plus ou moins utiles qui vont arriver? Il y en a certains qui auront des bons usages, il y en a d'autres qui n'y en aura pas. C'est très dur parce que c'est comme dire que pensez-vous du marché de l'action et de l'equity? J'en sais rien. Une société bancaire qui est cotée en bourse n'a rien à voir avec une société de jeux vidéo. Je ne peux pas dire comment le marché va évoluer puisqu'il ne faut pas juger la technologie mais bel et bien l'usage qu'on va avoir derrière. Un truc est certain, il y a énormément d'actifs qui sont aujourd'hui cotés sur le marché des cryptos et qui vont demander quelques années. Tout comme quand on parle d'FTX par exemple. FTX c'est catastrophique à l'instant T. C'est horrible pour l'écosystème. La réalité, c'est que c'est un coup de maturité et c'est ce qui fait qu'on aura un marché beaucoup plus stable, beaucoup plus structuré dans 3 ou dans 4 ans. Parce qu'il faut que jeunesse se fasse et on apprend à se relever que quand on tombe et malheureusement, ces coups dans le ventre, et je pense qu'on peut les appeler comme ça, viennent apporter la maturité que l'écosystème a besoin pour être solide, robuste et peut-être avec un peu plus de volume et de vélocité dans quelques années. Alors c'est hyper intéressant parce que vous venez de donner un vrai usage à Bitcoin que je n'avais jamais entendu personnellement, c'est la réserve financière de l'écosystème. Tout à fait. Bitcoin, c'est le poumon et le métronome de cet écosystème. Parce que beaucoup de gens ne le regardent plus en euros ou en dollars, ils le regardent en Bitcoin. C'est une valeur. Par exemple, depuis qu'ils perdent la valeur, moi je repasse en mode quantitatif, c'est-à-dire que je ne regarde plus combien ça vaut, j'accumule des bitcoins et je regarde combien j'en ai quantitativement. Et c'est ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre et de pas m'effondrer en 2018. Et vice-versa, quand il décolle trop fort, il faut repasser dans cette version-là et ne pas regarder que sa valorisation dollar-euro. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne le considèrent plus comme littéralement une compensation de l'euro ou du dollar contre 16, 17, 20 000 $ aujourd'hui, mais bel et bien contre un chiffre, une quantité de réserves qu'ils vont accumuler et qu'ils vont développer dans leur portefeuille. Donc c'est plus une monnaie. Finalement, ça redevient... Alors non, parce que c'est plus une monnaie cotée contre d'autres monnaies. Au début, je l'ai vraiment vu comme ça. Au début, qu'est-ce qu'était un bitcoin pour moi? C'était X euros. Aujourd'hui, je parle à quelques holders de combien de bitcoin tu as. La valeur, on s'en fout. On sait que ça bouge. Et ça bouge très très fort. Et là où c'est vrai, c'est que quand j'entends réserve de valeur et monnaie, le côté réserve de valeur, aujourd'hui, il manque la fonction stable, entre guillemets. Parce que on a quand même un euro qui a perdu 18% face au dollar pendant quelques mois. Donc, stable, c'est relatif. Et c'est sûr que pour dormir tranquille sur la valeur de son patrimoine relatif à d'autres monnaies, Bitcoin n'est pas une réserve. Aujourd'hui, ça bouge trop. Malgré tout, quand on est dans les crypto-monnaies, quand on veut une crypto stable qu'on ne pourra pas nous enlever, qu'on ne pourra pas nous déposséder, qui sera disponible, qui fonctionne, qui sera portable, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie portabilité qu'on peut emmener avec soi à tout moment, où qu'on soit dans le monde en fait. Bitcoin répond aux différentes fonctions de la monnaie, bien plus que certaines monnaies d'ailleurs. Vous êtes en train de me décrire l'or, les diamants, enfin toutes ces choses qui ont servi un moment dans le monde et qui servent toujours de réserve de valeur transportable, échangeable, partout. C'est ça. Et mais là où l'or est universel. bien plus stable, il est bien moins portable aujourd'hui, même si certaines entreprises proposent des solutions pour le rendre portable. Et même des banques russes qui arrivent qui veulent le digitaliser. Tout à fait. Alors,
Vous parlez de cet écosystème qui serait en train de devenir mûr ou qui mature. Et vous avez une entreprise qui a maintenant quelques années. Comme vous êtes très jeune, à chaque fois on est très surpris, mais ça commence à faire quelques années. Ça va faire 7 ans bientôt. Voilà, ça fait 7 ans, l'âge de raison. Et vous changez de nom. Vous avez commencé à l'expliquer, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin là-dessus? C'est-à-dire que vous passez de Just Mining, qui est porté finalement dans son nom une activité, à Meria. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce nom-là et ce que vous faites maintenant? La genèse de Just Mining, c'était un commentaire sous une vidéo où on expliquait ce que c'est le minage. Un ordinateur connecté à Internet, l'ordinateur va faire des calculs pour sécuriser les transactions d'une blockchain et reçoit des récompenses contre ce travail. Je monte un ordinateur, je fais une vidéo, les bons composants informatiques, le bon logiciel, comment ça marche, et je montre que quand ça consomme 2 euros d'électricité, ça rapporte 3 euros de crypto, c'est rentable. Et il y a un abonné qui dit mais c'est fou parce que c'est une cash machine, on peut le dire. On a compris que ça pouvait être rentable, moins rentable en fonction du prix des crypto-monnaies et du prix de l'électricité et de sa conso. Moi, par exemple, j'aurais les moyens d'acheter ce matériel informatique, mais le bon composant, les bons logiciels, sortir de Windows pour mettre Linux, connecter ça au bon réseau blockchain, savoir laquelle est la plus rentable, récupérer la crypto-monnaie, la changer en euros, faire un virement. C'est trop compliqué. C'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui fasse du plug and play. Un ordinateur qu'on reçoit à la maison, Just Mining. On le branche, on appuie sur Start et ça te fait un virement à la fin du mois. J'avais mon business model dans un commentaire. On a fédéré sur cette idée, ça a très très bien marché, plus de 300 000 euros de vente en quelques semaines. Donc ça nous a permis de nous lancer et on a enfin eu une banque qui nous a dit oui pour ouvrir notre compte parce qu'on avait ces fameux 300 000 euros de précommande. Et de fil en aiguille, on a commencé à se développer en vendant du matériel informatique pour sécuriser la blockchain pour les entreprises et pour les particuliers, mais simple. L'objectif, c'est donner la fonction de minage qui est complexe en un seul clic, start, un paiement, et ça fonctionne. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de logistique. C'est un métier, import, export. On a livré des machines dans plus de 40 pays. Les législations étaient en train de dessiner. La régulation a commencé à arriver. Les problèmes bancaires pour l'échange des crypto-monnaies. Import, export, FIFO, LIFO, douane, DHL, des livreurs qui cassent une machine sur 4 quand ils les livrent parce qu'ils les livrent comme si c'était des ballons de football alors qu'on parle d'un matériel informatique très précieux, très fragile sur lequel on margeait à 30-35%. Quand on a une machine sur 3 qui arrive cassée, c'est compliqué. On se rend compte que c'est pas scalable. C'était du commerce, hein. C'était pas de la blockchain, là. Mais l'objectif final était de sécuriser la blockchain en faisant du minage. Et donc, petit à petit, on a commencé à avoir une vision de tournant, un peu comme a fait IBM, en fait. On est passé du hardware au software. On voulait quelque chose de plus scalable et on a découvert le proof of stake. Un autre consensus, celui qu'utilise aujourd'hui Ether et d'autres blockchains comme Tezos, Algorand, Elrond, et je pourrais en citer de nombreuses. On maintient un serveur informatique, nous, et les gens peuvent déléguer leurs jetons sans avoir du matériel informatique chez eux. Et là, avec un serveur informatique, on peut gérer 1 million, 5 millions, 100 millions sur un serveur. Et là, c'est beaucoup plus scalable. Et c'est ce qui fait que de fil en aiguille, on a conservé le même métier, mais on a coupé la partie hardware. En plus, les composants devenaient très très chers, ça devenait compliqué. L'électricité commençait à devenir un problème également. Et donc, on a fait ce virage naturel qui fait qu'aujourd'hui, plus de 99% de notre activité est liée à notre proof of stake et à nos solutions de stacking et notre plateforme en ligne qui permettent aux gens d'investir, de générer des intérêts sur leur crypto-monnaie sans avoir du matériel informatique chez eux. Naturellement, on devait évoluer et le just mining n'était plus adapté puisqu'on ne faisait plus de minage, on faisait du stacking aujourd'hui et d'autres solutions sur la blockchain. Juste point vulgarisation, stacking, proof of stake. Tout à fait. Le mining vient du proof of work, la machine travail fournit la preuve de son travail, proof of work, et le stacking, c'est le fait de justement les autres consensus qui ne sont pas du proof of work mais du proof of stake, ou du delegated proof of stake, bref, c'est des petits termes techniques, mais qui font que l'utilisateur va déléguer ses jetons, donc va nous les confier pour qu'on puisse les travailler, mais ne nous confie pas, on n'est pas dépositaire en fait, on ne peut pas revendre ses jetons, les envoyer, on a juste le droit d'utiliser la fonction de stacking pour générer des intérêts en son nom et conserver une commission. Et donc, vous changez de nom et vous passez de Just Mining à Meria. Juste comme d'où vient ce nom, parce que je vous connais un peu, je suis sûr qu'il y a une petite histoire autour du nom. Il y a une petite histoire autour du nom. Meria, ça nous plaisait parce que ça vient du crypto Meria. On voulait crypto dans notre nom, mais ça faisait pas vraiment adapté et on voulait quelque chose d'un petit peu plus institutionnel. On est parti sur Meria parce que premièrement, il y a la connotation de la maison mère. Et c'est ce qu'on veut faire parce que Meria, c'est plein de choses. Il y a la partie que je viens de vous présenter, la partie client, la partie investisseur, mais on travaille avec des institutions, on fournit des infrastructures en marque blanche, on travaille avec des blockchains qui veulent se lancer et qui ont besoin de partenaires techniques. Donc,
En fonction de notre audience, on n'a pas le même discours, naturellement, parce qu'on a différents pans dans notre métier, et il fallait une société avec un nom qui pouvait englober toutes ces expertises. La deuxième chose, c'est que le cryptoméria est un cèdre japonais, c'est un arbre dont le bois est imputrescible même après la mort, donc ça nous plaisait beaucoup sur les valeurs, parce que c'est un marché qui est dur, qui est rude, avec nous comme avec tout le monde, et on continue à opérer avec les mêmes valeurs, même si notre méthodologie évolue au fil des années. Et le cryptoméria, c'est également un bois qui est très 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 utilisé au Japon pour les constructions. Et ça nous plaît beaucoup parce qu'on dit dans l'écosystème qu'il y a la pluie et le beau temps, et quand il y a la pluie, il faut se concentrer sur le fait de build, de biddle, comme on dit dans l'écosystème, de construire, et ce bois était très représentatif de nos valeurs et de notre façon d'opérer, quoi, tout simplement. Et on peut vraiment dire que là, vous êtes arrivé à l'âge de la maturité. C'est-à-dire que vous êtes plus dans la découverte ou dans l'exploration, c'est plus le Far West, vous vous mettez à construire. Là, ça y est, vous êtes arrivé et vous... C'est le but de ce changement d'image également, puisque on est passé d'une société très technique, d'une idée entre collègues, de quelques personnes dans une cave qui font un métier très tech, à un métier qui est toujours aussi tech, mais qui a une couche complète de compliance et de conformité, puisqu'aujourd'hui c'est un tiers de nos efforts, c'est la conformité avec notre pays, l'évolution de la loi et notre conformité dans notre communication, notre gestion des fonds des clients et toutes les obligations qu'on a sur ces différents flux, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, bref, l'occupation d'une institution financière. À côté de ça, une expertise technique qui va encore plus loin, parce que maintenant on a des équipes techniques qui opèrent avec un pôle IT complet, qui est uniquement là pour la sécurité et le maintien des infrastructures dans la blockchain. Et pour finir, une expertise sur toujours la sélection de ces différents actifs, une approche par les risques et la compréhension de comment évolue l'écosystème, quels seront ses besoins de demain et comment est-ce qu'on va réussir à créer des solutions en face de cette fameuse demande qui arrive. Et toujours ça depuis Metz? Ou un Toujours jour ça il depuis va falloir déménager? Alors, on a une partie de nos équipes qui sont à Paris, on a pas mal de télétravail, mais le gros de nos équipes est dans nos bureaux qu'on change très bientôt à Metz. Très bien. Merci beaucoup, Owen. Merci pour ce point sur Meria et sur les crypto-monnaies et sur les crypto-actifs. Vous êtes toujours aussi vulgarisateur. J'espère que tout le monde aura bien compris ce dont on a parlé. Merci pour l'invitation. Et à bientôt.